Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est parti. Donc j'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver et comme je le disais, si vous pouvez avoir accès à un petit stylo, un petit crayon au cas où, notez déjà peut-être mon propos qui peut être intéressant, mais restant modeste en tout cas parce que tout à l'heure on fera un petit exercice avec ce crayon. Comme je vous disais, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à vous retrouver pour pouvoir nous ressourcer ensemble pendant un petit moment et nous remettre des semaines chargées en travail peut-être, en émotions c'est sûr. Et finalement, cette crise nous permet de revenir à ce qui est essentiel pour nous-mêmes et pour les autres. Et cela fera partie aussi de l'objet de notre pratique d'aujourd'hui en ce 3 juin et aussi toujours dans un espace de respiration. Pour moi, cette notion d'espace de respiration est important pour être pleinement attentif à ce que l'on va échanger ensemble aujourd'hui. D'ailleurs, j'entends souvent quelques personnes qui me disent que la santé dans cette période de crise risque de ne plus être une priorité par rapport à la problématique économique. Alors là, je dis, non, non, surtout pas. On va refaire les mêmes erreurs. Les problèmes économiques, sociaux et de la santé sont étroitement liés, sont à traiter ensemble, en parallèle, en même temps, et non donner, me semble-t-il, une priorité à l'un ou l'autre. Donc, un médecin d'ailleurs avec qui nous travaillons, un médecin psychiatre, Richard Pierre Boulet, avec qui nous travaillons, nous a fait partager ses prévisions au niveau de la santé mentale. Et son constat paraît violent, donc attention. Mais je vous rassure, aujourd'hui, toujours dans la dynamique que j'essaye d'instaurer, on va rester positif. Mais c'est vrai que oublier cela à la faveur de l'économie, c'est mettre encore plus en péril l'économie. Il va falloir penser et agir de manière plus systémique. L'ensemble des acteurs d'un problème, c'est-à-dire agir en prenant en compte l'ensemble des acteurs d'un système. Et aujourd'hui, les entreprises et les institutions qu'on accompagne, par exemple, produisent plus avec moins de salariés, mais je ne juge pas cela, c'est un principe de réalité. Mais rappelons-nous, la production des salariés français était déjà très forte par rapport aux autres pays de l'Europe, selon les dernières études de l'OCDE. Et du coup, comment ces salariés vont-ils tenir cette performance sur du court, moyen et long terme s'ils ne sont pas accompagnés, s'ils ne sont pas soutenus à minimum, si on ne reconsidère pas, par exemple, leurs espaces de travail? Il est donc, me semble-t-il, encore plus important aujourd'hui d'intégrer les programmes de prévention et de promotion de la santé au niveau donc de la santé, du social, de l'humain, pour des projections financières plus sereines. Oui, plus sereines. Et la sérénité est possible, même si en ce moment, c'est peut-être difficile de la concevoir. Sinon, on va aller sur un épuisement collectif majeur et contre-productif au final. C'est vrai que j'insiste souvent sur ce mot sérénité, c'est que beaucoup d'études montrent aujourd'hui que nous sommes plus créatifs, que nous nous adaptons davantage quand on est plus serein. Alors, facile à dire, j'entends certains derrière l'écran, certes, mais on va voir peut-être aujourd'hui comment on peut favoriser cette dynamique. Pour moi, c'est finalement un combat individuel et collectif qu'il va falloir poursuivre. Il est déjà certainement en route pour vous et peut-être même que certains d'entre vous ont déjà réalisé, pourquoi pas, soyons fous, les recommandations des webinaires précédents que nous avons animés avec mes autres collègues sur le stress, le sommeil, la nutrition, la mise en mouvement de notre corps. C'est génial si vous avez pu le faire, si vous avez pu commencer à faire un petit pas. Mais peut-être que certains d'entre vous n'arrivent pas à passer à l'action. Mais c'est OK aussi, ce n'est pas grave. L'idée, je le rappelle, est de ne pas se juger. Ou comme diraient certains de mes collègues sociologues, l'idée est de moins se juger. Alors, l'enjeu aujourd'hui est donc le développement de notre capacité d'agir. Et la capacité d'agir est liée à celle du développement du pouvoir d'agir. Alors, qu'est-ce que c'est ces deux notions? Capacité, pouvoir d'agir, alors de manière théorique, très théorique, ce sont deux notions distinctes, mais complémentaires. Et Vygotsky, j'adore ce chercheur, qui date maintenant, mais
qui a marqué l'histoire de la psychologie et de la pédagogie. Et il nous rappelle que l'homme, et la femme bien sûr, est plein à chaque minute de possibilités non réalisées. C'est pour ça qu'il faut être positif et ne pas se centrer que sur les incapacités, que sur les difficultés ou les erreurs. Et ces potentialités latentes, que Vygotsky nomme, elles renvoient aux capacités d'agir, à ce qui est mobilisable par le sujet, c'est-à-dire nous-mêmes, le sujet. C'est ce que nous savons faire grâce à nos connaissances et à notre expérience, c'est-à-dire grâce à nos savoir-faire, nos savoir-être, et qu'il est important de les cultiver, ces savoirs. Il faut les identifier, les connaître, les reconnaître, car parfois on a du mal soi-même à les reconnaître en nous, et il faut les partager avec les autres. Et du coup, si on arrive à les partager avec les autres, eh bien on arrive à mieux se connaître, à mieux se reconnaître, que chacun arrive à trouver sa place, et peut-être sur un projet nouveau, pour mieux naître ensemble, ou mieux renaître ensemble. Et quand je dis ces notions connaître, reconnaître, naître et renaître, je pense à un chercheur qu'on apprécie beaucoup chez Nassel, qui s'appelle Olivier Bernard, et qui a écrit entre autres des bouquins sur la sémantique managériale. Alors notre pouvoir d'agir dépend donc de nos conditions internes, c'est-à-dire notre capacité d'agir, et externes, c'est-à-dire notre environnement, ce qui nous entoure à l'instant T, à un moment donné. Ça, c'est important car l'action se passe dans le moment qu'on lui donne. Maintenant, si on refait rapidement un constat de la situation de nos concitoyens salariés, où en sommes-nous par rapport à leurs conditions internes et externes? Eh bien, les conditions internes du salarié, sur la diapo qui va suivre, font état, comme peut-être vous le voyez sur cette diapo, que 24% des salariés avant la crise sanitaire sont très stressés. Avant la crise sanitaire. Donc on peut s'imaginer où on en est maintenant. Et on peut imaginer aisément que les tendances actuelles, comme notre collègue médecin psychiatre Richard Boulet nous l'a confirmé, eh bien ces tendances sont en train d'exploser. Et les services actuels n'arrivent pas à répondre aux besoins très clairement. Notamment aussi parce que 44%, et ça c'est un chiffre très récent d'avril 2020, 44% des personnes ont vécu une détresse psychologique pendant le confinement. Et que l'incertitude à venir ne fait que renforcer ce chiffre. Alors c'est vrai qu'on est en train de revenir à une activité très intéressante qui va peut-être réduire un petit peu ce chiffre, mais en même temps, il y a eu un trauma pour beaucoup de gens, et ce trauma, il va falloir le travailler. Et puis, le télétravail intensif que nous vivons est en soi un levier très intéressant, c'est hyper intéressant, à réfléchir fortement, bien évidemment, notamment en termes d'espace de travail d'ailleurs, parce que c'est aussi un risque majeur. Et je pense que vous l'avez ressenti pour beaucoup d'entre vous. Pour rappel, nos partenaires chez Chorus, ils m'avaient fait partager un chiffre assez fascinant, comme quoi, lorsqu'on passait sa journée assis à travailler derrière un ordinateur, on augmentait de 40% le taux de la mortalité pour les femmes. Et du coup, je vous invite à revisiter peut-être nos 2 derniers webinaires, notamment avec nos spécialistes de la mise en mouvement, indispensables aujourd'hui dans nos habitudes de travail. Et dans nos habitudes du quotidien, pour contrecarrer justement cette non-mise en mouvement issue de nos postures derrière nos ordinateurs. Je suis bien placé pour le savoir. Alors, développer sa capacité d'agir, c'est un lien avec le développement du pouvoir d'agir, comme je vous le disais, et y arriver seul par sa propre volonté, c'est très difficile. Il faut entre autres un environnement favorable, un processus, selon Yann Le Bossé, chercheur spécialiste de cette question du développement de pouvoir d'agir, un processus par lequel les personnes accèdent ensemble ou séparément à une plus grande possibilité d'agir pour elles-mêmes. Ce qui est important pour leurs proches ou ce qui est important pour le collectif auquel elles s'identifient. Il est donc considérable de prendre cela en compte dans cette période difficile. D'autant plus que la souffrance, selon Paul Ricoeur, n'est pas uniquement définie par la douleur physique, comme on a pu le voir sur les autres webinaires, ni par la douleur mentale, comme j'ai pu le défendre sur un autre webinaire,
mais par la diminution, voire la destruction de la capacité d'agir, du pouvoir-faire, ressenti comme une atteinte à l'intégrité de soi. Donc, on le voit bien, dans notre situation, l'être humain, face à la crise, a besoin de réagir. Vous avez eu ce besoin-là. Vous avez eu besoin de trouver des solutions, de participer peut-être à un élan collectif, d'être utile en soi. Et parfois, certains ont pu accomplir cette utilité sociale, et puis d'autres n'ont pas pu le faire. Ce n'est pas grave, il ne faut pas se juger, il ne faut pas culpabiliser, mais ça redonner du pouvoir à tout le monde pour mieux penser et construire ce monde, cette entreprise dans laquelle je suis, cette institution d'aujourd'hui, cette entreprise d'aujourd'hui et de demain. C'est important parce qu'un célèbre chercheur en psychologie du travail, Yves Clos, nous affirme dans ses recherches que le développement du pouvoir d'agir est la clé de voûte de la santé au travail. Alors, la méthodologie du développement du pouvoir d'agir, alors je dis DPA pour aller plus vite, c'est peut-être pour ça que j'ai un petit peu ripé sur le mot, eh bien il y en a une, et entre autres que tous les cadres, que tous les groupes doivent, me semble-t-il, essayer de créer cette méthodologie pour que chaque membre du collectif puisse être efficient. Et la méthodologie est assez simple mais efficace. Et cette méthodologie est peut-être à entrevoir d'autant plus dans une démarche de conduite effective de changement. Entre autres, quand j'accompagne un groupe de travail de plusieurs cadres, de plusieurs chefs de service, etc., de chefs de projet, alors je leur dis comment vous allez accompagner les professionnels qui sont dans les groupes dont vous avez la responsabilité. Eh bien, je vous propose d'animer ces groupes de travail et de changer des paradigmes. On va passer par rapport à vos salariés de qu'est-ce qu'on peut faire à qu'est-ce que vous pouvez faire. C'est-à-dire vous, les salariés, les professionnels, autour de la table, dans ce groupe de travail. Et puis, on va essayer ensemble de répondre à cette deuxième question. Qu'est-ce qui vous en empêche? Et peut-être en même temps que je vous parle, vous pouvez répondre à ces deux questions-là, maintenant, à l'instant T, vous qui m'écoutez, vous qui me regardez peut-être, par rapport à une conduite de changement, que ce soit au niveau professionnel, comme par exemple oser prendre un risque, mais aussi peut-être vous avez une situation personnelle qui émerge et c'est intéressant aussi de s'appuyer dessus pour comprendre mieux le concept. Et au niveau personnel, ça pourrait être par exemple comment je peux renforcer mon système immunitaire dans cette période de crise sanitaire. Alors vous avez votre idée, et puis maintenant essayez de répondre aux deux premières questions. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire pour réaliser ce changement? Qu'est-ce qui vous empêche de réaliser ce changement? Et puis maintenant, créer les conditions sur ce que vous pouvez faire, tout de suite, là, sans condition, tel que vous êtes et avec vos ressources. Un premier pas. Et comme le dit le dernier point, qu'est-ce qui est possible le plus rapidement possible pour éprouver une expérience de succès? Et on verra tout à l'heure pourquoi c'est important d'avoir une expérience de succès. Donc finalement, tout simplement, qu'est-ce qu'on peut faire là, tout de suite? Là, tout de suite, maintenant, comme je vous le disais, comme premier pas, qui en engagera d'autres. Et ce premier pas, on va le réussir, et le réussir ensemble, ce qui va renforcer notre groupe d'appartenance. C'est pourquoi, au niveau des actions santé dans les précédents webinaires, on vous a proposé, entre autres, des exercices très courts dans un premier temps, pour en faire un petit, le réaliser, peut-être le répéter, puis en faire un autre, puis qui prennent de plus en plus de temps, etc., etc. Et monter en puissance. Du coup, retrouver du pouvoir. Il n'y a pas de petit pouvoir. Alors, c'est comme cela aussi que je fais dans l'accompagnement des équipes de direction ou des équipes de salariés. Quand un point bloque, on identifie de petits objectifs que l'on va atteindre pour créer une dynamique de résilience. Et on en a besoin aujourd'hui. Pas après pas. Alors, le développement du pouvoir d'agir, le DPA, finalement, c'est la façon par laquelle l'individu va accroître ses habiletés, favorisant ainsi l'estime de soi, la confiance en soi,
l'initiative et le contrôle. Et le pouvoir d'agir se réfère, comme l'indique la diapo, à la capacité concrète des personnes, individuellement ou collectivement, à exercer un plus grand contrôle sur ce qui est important pour elles, important pour leurs proches, leurs collaborateurs ou le groupe, équipe à laquelle elles s'identifient, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Et il faut absolument identifier et comprendre ce qui est important pour soi et pour nos collaborateurs. C'est la chose capitale pour définir un objectif commun, des objectifs communs qui ont du sens pour tout le monde, pas simplement pour moi qui suis un leadership puissant. Il faut que j'emmène tout le monde. Du coup, il faut que je comprenne les autres et que je comprenne aussi leurs objectifs. Et en apprenant à se connaître, on arrivera mieux à se connaître, à se reconnaître, que chacun trouve sa place et mieux naître ensuite ensemble et renaître. Composantes essentielles. La participation, on le voit bien dans ce que je propose, la compétence de chacun, il faut l'identifier et la développer, pour mieux la développer peut-être. L'estime de soi, comment on va développer cette estime, la sienne, mais aussi celle des autres au niveau du groupe. La conscience critique, c'est-à-dire cette capacité à débattre au sein d'un groupe, à échanger, à accepter les propos des uns et des autres, à réaliser aussi une veille professionnelle, c'est-à-dire où on en est au niveau des référentiels aujourd'hui, des idées qui émergent aujourd'hui, des lois, des politiques qui existent aujourd'hui. Il faut développer une conscience individuelle, une conscience collective, sociale et politique, en respectant chaque personne dans ses propos. Et lorsque ces 4 composantes sont en interaction, un processus d'empowerment, qui est la traduction anglaise du DPA, ou c'est plutôt l'inverse, le DPA est la traduction française de l'empowerment, lorsqu'il y a donc ces 4 composantes, le processus est alors enclenché. Ce processus, on le nomme proactif, et il est centré sur les forces. Je le nommais entre autres dans le titre du webinaire d'aujourd'hui. Il est centré aussi sur les droits des salariés, les droits des professionnels, les droits de chacun, de chaque citoyen que nous sommes, et sur aussi nos habiletés. Les habiletés des individus et les habiletés de la communauté. Plutôt que, encore une fois, de se centrer sur les déficits ou les besoins des uns et des autres. On a plutôt tendance à se fixer sur ce qui ne va pas. C'est ce qu'on appelle le concept de négativité. Peut-être que vous connaissez ce concept, il est de plus en plus répandu, entre autres avec toutes les notions de psychologie positive qui sont très intéressantes à mon avis à développer. On pourrait aussi compléter ce propos par un autre concept tout aussi efficace, le CEP, le sentiment d'efficacité personnelle. Et son concepteur, c'est Bandura, un chercheur québécois, et il dit pour lui, un CEP élevé pour s'engager, pour agir, pour prendre le pouvoir, en tout cas, il faut qu'il soit élevé pour s'engager, pour agir, pour prendre le pouvoir. Et le CEP désigne nos croyances quant à nos capacités à réaliser des performances particulières. Est-ce que je crois que je vais y arriver ? Et bien évidemment, il faut un minimum pour y croire. Par exemple, que l'objectif est accessible pour passer à l'action. Et puis, parfois, c'est difficile, donc il va falloir accompagner. Et c'est très intéressant d'accompagner. Hein. Chacun d'entre nous peut accompagner les autres. Et les autres peuvent nous accompagner. Il contribue, entre autres, ce CEP, à déterminer les choix d'activité d'environnement, l'investissement du sujet dans la poursuite des buts qu'il s'est fixés, la persistance de son effort, hein, c'est-à-dire dans la durée, et puis les réactions émotionnelles qu'il va éprouver lorsqu'il rencontre des obstacles. Et ainsi, il pourra mieux gérer ses émotions si son CEP est fort. C'est important. Alors, je vais peut-être le dire autrement parce que peut-être pour certains, ça a été compliqué le propos là que je viens de développer. Alors, je vais m'engager, je vais agir quand j'ai un CEP élevé. Et j'ai un CEP élevé quand je vis des succès, donc l'idée d'avoir un objectif commun, accessible, atteignable dans un premier temps, et en l'atteignant, ma motivation sera supplémentaire pour atteindre un objectif un peu plus haut cette fois-ci. Deuxième point, quand je vis des phénomènes de comparaison sociale positive. Alors, l'importance du groupe à ce moment-là est très importante. L'importance des autres qui vont me porter.
C'est important de créer des dynamiques où il y ait cette bienveillance dans les groupes, où il y ait cette capacité à partager ses hontes, ses peurs, ses doutes, ses savoir-faire, ses savoir-être, ses difficultés, ses erreurs, pour apprendre ensemble. Un autre point, c'est quand j'entends un discours positif d'une personne que j'apprécie. Et les cadres doivent régulièrement valoriser, reconnaître les compétences de chaque salarié. Et même entre salariés, on a plutôt intérêt à reconnaître les forces de chacun pour augmenter notre confiance. Du coup, l'équipe sera d'autant plus puissante. Elle aura plus de pouvoir sur elle-même et sur ses objectifs. Un dernier point pour Bandura qui est essentiel, c'est si les émotions ne sont pas fortes. Et on en revient, je souris, mais à cette idée de la sérénité. Car paradoxalement, quand on a trop d'émotions, même si je suis hyper content, hyper motivé, engagé, eh bien, le CEP sera trop bref, à l'image de l'émotion forte, qui ne dure pas, ou si elle dure, qui ferme beaucoup de possibilités au niveau psychique, au niveau de nos pensées, au niveau d'horizons, de pistes possibles, d'autres pistes possibles. Donc, on va avoir moins d'ouverture d'esprit quand l'émotion est forte, moins de créativité, de flexibilité. Donc, finalement, moins de pouvoir sur la situation. Et, du coup, moins d'action. On va essayer d'aller sur plus de concret et développer notre capacité d'agir maintenant. Alors, pour ça, j'aimerais vous parler rapidement de l'approche d'acceptation et d'engagement, qui est un concept tout aussi complémentaire à mon propos, qui dit la même chose, mais avec d'autres mots. Propos issus d'ailleurs de la théorie des cadres relationnels que j'ai découvert grâce à un chercheur québécois qui s'appelle Simon Grégoire, petite pensée pour lui, et qui est venu, entre autres, il y a 2 ans, à un séminaire à l'Université Grenoble-Alpes organisé par Rebecca Schurklang, et on a pas mal bossé ensemble, c'était très intéressant. Et très rapidement, cette théorie dit qu'une personne face à des difficultés est en partie tributaire de comportements d'évitement destinés à changer, à contrôler ou à éviter certaines pensées, certaines émotions ou sensations douloureuses. Et ce qui maintient paradoxalement ces difficultés. Par exemple, son anxiété face à l'incertitude de sa situation professionnelle. À ce moment-là, on n'arrive pas à se distancer de nos pensées. Et d'ailleurs, on va les considérer comme étant le reflet de la réalité, même si ce n'est pas le cas. On va être prisonnier du passé. Et on va ruminer nos pensées. On va être aussi prisonnier du futur. On a des préoccupations quant à l'avenir. Je les comprends, ces préoccupations, hein, je ne les juge pas. Mais attention de ne pas être prisonnier de ces pensées-là. Elles nous empêchent d'agir. Et dans ce contexte de préoccupation, eh bien, on a du mal à être attentif au moment présent. C'est ce que ce concept montre. On va adopter des comportements non congruents, c'est-à-dire des comportements qui ne correspondent plus à nos valeurs personnelles, dans l'urgence. Et ces valeurs personnelles, elles sont importantes parce qu'elles nous donnent par ailleurs un sens à notre vie. Alors, pour contrecarrer ces mécanismes, on va réfléchir ensemble, grâce à ces chercheurs, eh bien, ils soutiennent qu'il faut aider la personne à cultiver une plus grande souplesse psychologique. On entend souvent parler de flexibilité cognitive, laquelle va renvoyer cette souplesse à la capacité de prendre contact avec le moment présent et d'agir plus conformément à nos valeurs personnelles, plutôt que d'agir de manière automatique, conditionnée, impulsive. Et là, quand on est dans des impulsions, dans des pulsions, on retrouve l'émotion forte. Et quand on est dans ces processus-là, eh bien, on est aussi dans, je dirais, de l'agir non fonctionnel. Alors, c'est quoi cette souplesse, cette sérénité dont je vous parlais encore tout à l'heure? Eh bien, une personne, lorsqu'elle utilise effectivement 6 processus distincts mais complémentaires, eh bien, elle va mieux s'en sortir. On va voir ces 6 processus, là aussi très rapidement. Ce sont l'acceptation. Est-ce que je suis capable d'accepter
les expériences agréables et désagréables, même désagréables, sans chercher à les éviter. Deuxième point, c'est la diffusion cognitive. Terme peut-être là aussi un peu pompeux, je vous l'accorde. Qu'est-ce qu'il veut dire? Cette diffusion cognitive, c'est qui permet de ne pas se laisser envahir ou d'être contrôlé par ses pensées. Quand je suis dans de la diffusion cognitive, je me laisse moins envahir ou je me laisse moins contrôler par mes pensées. Troisième point, la présence attentive. Elle porte sur l'attention, sur le non-jugement, dans l'expérience, telle qu'elle se déploie, cette expérience, dans l'instant présent, telle que je la vis à l'intérieur de moi. Qu'est-ce qui se passe en moi? Mais aussi à l'extérieur de moi. Je reste attentif à ce qui m'entoure dans cet instant présent, calmement. Un autre point, le soi observateur. Cette capacité à observer ses pensées, ses émotions et nos sensations. Celles qui nous habitent sans chercher à les changer. Juste en les accueillant, telles qu'elles sont, telles qu'elles émergent, même si elles sont désagréables. Et cela est très intéressant, car si j'ai un bon soi observateur et que j'arrive à séparer mes émotions de mes pensées, de mes sensations corporelles, eh bien j'ai une meilleure diffusion cognitive. Peut-être que là j'ai été plus clair par rapport au terme de tout à l'heure. Autre point, les valeurs. Je l'ai déjà dit dans mon propos, il est important de ne pas oublier nos valeurs, celles qui sont importantes pour nous, pour notre groupe d'appartenance, et rester en adéquation avec elles, que ce soit dans ma vie personnelle ou professionnelle. Et puis les actions fonctionnelles, c'est-à-dire comment je vais agir, comment je vais m'engager dans des actions congruentes avec mes valeurs, qui ont du sens pour moi. Alors, voyons peut-être comment vous êtes souple et efficace. On va le vérifier ensemble et peut-être dans l'exercice suivant. Alors, je vais vous demander de vous engager, de prendre votre stylo, moi il est imaginaire, ou le crayon qui est à portée de votre main. Et si vous êtes OK, quand vous avez ce stylo, vous le prenez dans la paume de votre main, très fortement. Alors si vous n'avez pas de stylo, vous pouvez prendre peut-être une bouteille d'eau, comme ça on se rappelle que Valentin Ray, dans son webinaire, nous disait qu'il faut bien s'hydrater. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour le faire. Et puis quand vous avez votre crayon dans la main, eh bien, je vous propose de fermer les yeux pendant quelques minutes. Et comme à notre habitude, faites-moi confiance. Il n'y a pas de risque, pas de danger dans l'exercice qu'on va faire. Et je vais essayer de vous guider. Et je vais vous inviter à réfléchir à une situation où vous êtes, d'aujourd'hui, où vous êtes très attaché aux résultats à atteindre. Une situation qui peut être une réussite professionnelle, une réussite sur un projet, ou une réussite personnelle. Ah, j'aimerais tellement réussir ça. Ou au contraire, une situation qui pourrait être une lutte contre un changement ou contre une évolution. Et quand vous avez cette situation en tête, là, les yeux fermés, vous la gardez en vous, à l'intérieur de vous. Et puis maintenant, vous prenez votre stylo, enfin vous avez votre stylo dans la main, et vous prêtez attention dans la main dans laquelle vous tenez, main gauche ou main droite. Et je vous propose, toujours yeux fermés, de le serrer. De le serrer avec la même force que vous metteriez pour atteindre les résultats, pour réussir cette situation à laquelle vous avez pensé. Toute l'énergie que nous investissons à vouloir avoir un bon résultat, ou à régler un conflit, ou à nous débarrasser de quelque chose, peu importe, transposons-la maintenant dans notre main. Et serrons ce crayon, ce stylo, cette gourde, cette bouteille, très très fortement. Et plus vous serrez, plus vous vous dites que vous allez atteindre ce résultat. Et pour vous-même, dites-vous là, à l'instant, sur une échelle de 1 à 10, à quel point vous serrez votre stylo en ce moment. Identifiez maintenant vos pensées. Quelles sont vos pensées? Qu'elles soient positives ou négatives. Les émotions, les joies, l'excitation que ça suscite peut-être, le plaisir même peut-être, les sensations, qu'elles soient agréables
ou désagréable au niveau des sensations corporelles. Donc, quelles sont les émotions, les pensées, les sensations corporelles qui vous habitent à l'instant, tout en serrant ce stylo très fort? Tentez de les identifier clairement, en même temps que vous serrez fort ce stylo. Et puis, je vous invite maintenant à réduire la prise avec le stylo de moitié et identifier ce que vous ressentez au niveau du corps, au niveau du cœur, des émotions, et au niveau des pensées, du cerveau. Et maintenant, je vous invite à alléger votre prise de manière à soutenir à peine votre stylo. Et identifions ce que nous observons. Pensées, émotions, sensations corporelles. Et maintenant, je vais vous poser une autre question. Croyez-vous que ce serait possible de tenir nos objectifs de la même manière, avec délicatesse? Quelle différence cela ferait? Et pour vous aider à répondre à ces deux questions, pas si simples, je vais citer Simon Grégoire, ce chercheur dont je vous parlais, qui, au labo de psychologie de l'UQAM du Québec, nous dit, sans nous en rendre compte, nous tenons fermement et fortement un bon nombre de stylos, de crayons de la sorte au quotidien. Au quotidien, nous cherchons à contrôler de nombreuses situations. Nous voulons à tout prix obtenir des résultats, alors nous luttons. La lutte a plusieurs visages, mais elle prend toujours la forme d'un attachement très fort, lequel demande beaucoup d'efforts, de rigidité. Lorsque nous tenons notre stylo de la sorte, toute notre attention et notre énergie sont monopolisées de sorte que l'on ne peut pratiquement rien faire d'autre. Or, il existe une autre façon de tenir le stylo. On peut lui faire un peu de place au creux de notre main. Et ce faisant, nous pouvons utiliser notre attention et notre énergie pour autre chose, notamment pour marcher en direction de ce qui compte pour nous. Eh bien, c'est cela finalement le développement du pouvoir d'agir, c'est se redonner du pouvoir sur nous-mêmes et sur les autres, et sur notre environnement. Et ainsi, nous pourrons agir davantage. Plus on sera souple par rapport à ces objectifs, plus on sera posé, serein, plus on pourra agir. Encore une fois, c'est peut-être trop facile de dire cela, et que pour certains, il faut encore du chemin avant d'agir. Eh bien, à ce moment-là, on ne peut pas faire la démarche seul. Il faut être accompagné. C'est reconnaître aussi ses limites et aussi ses besoins. Il faut être aussi peut-être dans une dynamique collective. C'est plus cadrant, plus structurant. Ne restez pas seul. Du coup, maintenant, je vous propose de revenir, d'ouvrir les yeux, d'accueillir de nouveau cette lumière qui est dans votre espace. Et aussi les tensions peut-être au niveau du corps, l'émotion que ça a pu susciter. Vous pouvez peut-être même, pendant que je finis mon propos, écrire quelques mots sur la page qui est peut-être à votre portée de main, sur ce qui s'est dégagé de votre exercice, ce qui a pu venir en vous. Et comme je vous le disais, pour ne pas rester seul, il y a cette notion d'accompagnement qui nous paraît vraiment important. Et c'est entre autres ce que propose la démarche conceptuelle de Naséol, que nous pouvons expérimenter ensemble, et que certains peut-être déjà expérimenté. Alors pour rappel, pour ceux qui ne la connaissent pas, la démarche Naséol, mais alors très vite, est vraiment intéressante et peut soutenir le développement du pouvoir d'agir pour vous-même et pour votre collectif. Elle conduit à développer la responsabilité, l'autonomie, l'initiative, la coopération et l'engagement de tout salarié. Alors elle commence par un start-up, qui est un audit de la santé au travail, très complet et efficace, qui permet de traiter les données de l'ensemble des salariés, les analyses qui découlent, favorise des plans d'action
individuelle et collective sur l'ensemble des composantes d'une société, que l'on nomme le home, c'est-à-dire que nous accompagnons le développement du pouvoir d'agir tant sur l'humain, le H, l'organisation, le O, le management, le M, et la conception des espaces de la société, de l'entreprise, donc le E. On vous propose d'ailleurs, pour bien comprendre ce processus, notre vidéo sur notre site Naceol qui présente ce process. La vidéo dure juste 3 minutes et permet à tout collectif de dynamiser son développement du pouvoir d'agir pour pouvoir durer aujourd'hui et demain. Voilà, et sur cette dernière diapo, on voit les petites icônes qu'on va retrouver dans la vidéo. On a essayé de faire une vidéo pédagogique, accessible, très courte, et qui résume tout cela. Donc merci pour votre attention, et en attendant que certains osent formuler des questions via le chat, d'autres peuvent continuer à écrire pour eux-mêmes les idées qui sont venues à eux pendant l'exercice du crayon, par exemple, ou tout ce que ça a pu générer mon propos en vous. Vous pouvez le garder pour vous, vous pouvez nous le faire partager si vous le souhaitez. Voilà, donc merci à tous pour votre attention et soyez plein de gratitude aussi pour cette attention que vous avez pu porter pendant ce moment. Hein, que ce soit l'attention que vous avez pu avoir quand vous m'avez écouté, l'attention que vous avez pu avoir quand vous vous êtes écouté pendant l'exercice. Et pour moi, c'était très agréable, même si j'ai eu quelques petits soucis techniques, excusez-moi, d'être une fois de plus en lien avec vous. Et je vais tenter de répondre à vos questions ou remarques maintenant. Alors, oui, effectivement, il y a beaucoup d'exemples qui existent. On ne dit pas forcément c'est des exemples on va pas dire qu'on va être dans du développement du pouvoir d'agir, on va pouvoir mettre d'autres mots. Et peut-être d'ailleurs les mots de Gérard Mendel, d'ailleurs, si je comprends la question de Christelle. Mais c'est vrai que, Étienne, pendant la pandémie, comme je le disais au début, je retrouve quelques questions ou quelques volontés de revenir sur le modèle précédent parce qu'il rassure. Voilà. Et face à l'inconnu, on revient vite sur des choses connues. C'est peut-être là, encore une fois, l'occasion, l'opportunité de dire non, on ne sait pas. Et comment on va de nouveau réfléchir ensemble? Comment on va donner une place à chacun? Ça me paraît important qu'il y ait cet effort qui soit fait. Et l'efficacité, cette efficacité a été démontrée à travers plein d'exemples sur plein d'entreprises. Alors, elles sont peut-être moins majoritaires, mais en tout cas, c'est des entreprises qui, du coup, pensent sur du long terme. On agit beaucoup trop sur du court terme dans cette société, qui me paraît tout à fait une réponse en miroir, hein, bien évidemment. Beaucoup, Nathalie. Alors effectivement, on a plein d'exercices chez Naceol, dans la psychologie positive, etc., qui vont nous faire vivre à un moment donné un déclic, comme Nathalie l'a vécu là. Et ça, c'est important, parce que peut-être pour certains, vous l'avez pas vécu, et c'est pas très grave, vous avez pu observer d'autres choses en vous. Et c'est d'ailleurs intéressant, quand on fait ces exercices, de les partager en direct dans des petits groupes, parce que du coup, on va voir que, parce que chacun le vit différemment aussi, comment chacun va s'autoriser à être et à prendre une place différente. C'est là où on va voir la richesse des savoirs expérientiels, de l'intelligence collective, participative. Voilà. Donc, c'est très intéressant comme remarque. Merci beaucoup, Nathalie. J'espère que ça a pu parler à d'autres. Et bien justement, je pense qu'à un moment donné, le crayon, ça pourrait être cette énergie, enfin l'exercice du crayon, ça pourrait être cette énergie qu'on veut mettre dans faire changer une personne, alors que peut-être plus on va s'obstiner, plus elle va s'opposer, paradoxalement, parce qu'en fait, vous allez créer une atteinte à l'intégrité d'elle-même, quand bien même, pour vous, elle est à côté de la plaque, hein, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau personnel. Je pense que dans notre entourage, on a tous des personnes qui nous tiennent à cœur, nos enfants, par exemple, hein, pour ceux qui ont des enfants, ou nos parents, et en dire, mais il faudrait que tu fasses ci pour ton bien. Essayons de trouver cette souplesse, peut-être de poser une idée, ou mieux, plutôt que de poser une idée, de poser une question, et de laisser la personne faire son chemin. Et que vous, justement, plus vous serez dans cette posture de
poser une question, et plus vous pourrez peut-être vous dégager émotionnellement de la situation. Et parce qu'il y aura moins d'émotions, on aura un sentiment d'efficacité personnelle plus probant, parce que dans la réalité, il y aura plus de résultats. Voilà. Parce que vous serez moins dans cette opposition entre ces deux personnes. Christelle, j'ai cassé mon crayon, mais c'était très intéressant. Merci beaucoup. Alors oui, je suis désolé Christelle pour votre crayon, mais on peut vous dédommager. Néanmoins, ça arrive et ça me paraît un très beau symbole. C'est-à-dire, est-ce que je ne vais pas, en m'obstinant à atteindre ces objectifs, me casser moi-même et du coup être en épuisement. L'idée d'aujourd'hui, c'est qu'on réussisse ce marathon, cet Ironman même, tous ensemble. Et moi, je suis vraiment préoccupé pour qu'on y arrive. Et Nacelle, au-delà d'une démarche, je dirais, aussi commerciale qui peut s'entendre, j'ai un parcours universitaire, je suis responsable de formation à l'IFTS, j'interviens à Sciences Po dans la formation des cadres de santé. Il y a vraiment cette idée de, s'il vous plaît, essayons d'y arriver ensemble. Voilà, je souhaite cela vraiment. Alors, c'est une méthode qui peut être complémentaire. Voilà. Alors, c'est une méthode qui est intéressante, mais qui a aussi quelques dangers. Il faut savoir bien la manier pour ne pas tomber dans ces pièges. Mais peut-être même comme dans le développement du pouvoir d'agir. Redonner du pouvoir aux individus, c'est pas si simple. C'est pour ça que il y a des sociétés, des politiques qui ont dit dans notre société, puisque l'empowerment c'est très intéressant, on va donner par exemple aux pauvres la capacité de se débrouiller tout seul. Et on leur donne tout le pouvoir de brouiller tout seul. Alors c'est pas ça empowerment, au contraire, hein. C'est comment on va essayer de soutenir le projet de chacun. Voilà. Et la PNL peut être des fois dans ces risques-là. Et on comprend beaucoup de choses avec la PNL, la programmation neuro-linguistique. C'est vraiment passionnant, mais attention, il faut avoir certains bagages pour l'utiliser correctement. Alors, nous, parfois, on a rencontré des directions qui nous disaient, non, moi, je bosse la santé pour plus de productivité. Oui, ça s'entend. Je veux dire, c'est l'objet même, justement, d'une entreprise, hein, d'augmenter la productivité, de survivre, certainement, dans cette période, d'autant plus. Mais, justement, la productivité jusqu'à user les salariés. Aujourd'hui, je connais des entreprises qui ont pu atteindre des résultats et des objectifs supérieurs d'avant le Covid avec moins de salariés. Attention à la chute. Donc c'est super, je pense que c'est très valorisant, mais pour les salariés qui n'ont pas été présents pour X raisons, et je ne les juge pas sur le fait qu'ils n'aient pas été présents, je pense qu'au contraire, il faut être en capacité de les accueillir de nouveau pour durer plus longtemps, parce que c'est vraiment l'enjeu de demain. Les crises qui vont suivre, celle du Covid, seront des crises économiques, des crises sanitaires, d'autres crises peut-être environnementales, etc. La période, est-ce que ce sera dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans? On ne sait pas, mais probablement, elles sont de plus en plus fortes depuis 2000. Toutes les études montrent qu'il y a beaucoup de chercheurs, d'auteurs, l'OMS le rappelle depuis 20 ans, qu'il y aura de plus en plus de risques de pandémie, entre autres. Mais on voit d'autres risques apparaître, bien évidemment, et vous les connaissez. Donc à un moment donné, c'est ces enjeux de la santé, de développer son système immunitaire, il faut vraiment le penser ensemble. Et que du coup, c'est parce qu'on va comprendre les enjeux de la santé qu'on sera plus productif et qu'on sera aussi plus grand, plus intelligent ensemble, hein, vraiment. Et par quel levier introduire cette prise de conscience dans les entreprises? Eh bien, je dirais que dans les accompagnements d'entreprises qu'on fait, eh bien, on essaye de connaître la culture de l'entreprise pour ne pas la déformer. L'idée, c'est pas de déformer cette culture, mais c'est comment on va apprendre ensemble. Et il y a des valeurs dans certaines entreprises qui sont très différentes les unes des autres. Et c'est parce qu'on va respecter ces valeurs d'entreprise et qu'on va peut-être être mieux entendu par rapport aux nôtres et qu'on va construire ensemble quelque chose d'intéressant. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on peut voilà, amener ce projet par différents leviers, dont, alors souvent ça a été la RH, la ressource humaine, mais ça peut être d'autres responsabilités, ça peut être un directeur stratégique, ça peut être même une direction générale, très clairement.
Eh bien, du coup, comme je le disais, par rapport aux 4 points qu'on a vus ensemble, on va voir que c'est une question collective. Donc, comment on va atteindre des objectifs, donc réussir des petits succès, hein, comment on va les valoriser, l'identifier. Moi, je rencontre beaucoup de salariés qui ont donné beaucoup pendant cette période et finalement qui sont pas du tout valorisés, ou en tout cas pas valorisés comme ils l'auraient souhaité. Je crois que c'est intéressant de le faire, de mieux se comprendre pour savoir ce que c'est une valorisation. C'est pas forcément une valorisation qui va se traduire par, je dirais, une prime. Donc, essayez de voir cela, en tout cas, d'échanger et de passer un temps certain pour remercier les gens. Ensuite, c'est cette fameuse comparaison. Comment cette comparaison sociale positive et comment du coup vous allez vous identifier aux personnes qui vous inspirent et comment vous allez essayer de partager des choses ensemble pour mieux vous comprendre et mieux vous autoriser à être vous-même. Voilà. Après, très clairement, il y a des fonctionnements dans certaines entreprises qui font que ça ne marchera pas, parce qu'il y a une rigidité trop pyramidale, par exemple, où il n'y a pas de place, je dirais, à l'échange. Véronique, oui, c'était fort intéressant et subtil. Bon, subtil, merci, ça me fait plaisir. Ouais. Mais vous voyez, là, vous renforcez mon sentiment d'efficacité personnelle. Voilà, tout simplement. Parce que on ne se connaît pas, mais malgré tout, la valorisation qui est renvoyée, quand bien même j'imagine qu'il y a eu certaines déceptions par moment, mais vous me renvoyez plutôt les forces que j'ai pu développer, les capacités que j'ai pu développer pendant cet échange, cette rencontre, que ce qui n'a pas été. Voilà, ce qu'on appelle le biais de négativité. Voilà. Et il y a beaucoup de gens qui fonctionnent avec ce biais de négativité parce que ça les rassure pour faire face à l'inconnu. Donc moi, je leur en veux pas, même si parfois, je dois reconnaître que ces personnes qui sont toujours là, en train de critiquer, etc., jamais contentes, eh bien, elles ne développent pas en moi mon efficacité personnelle. Et si vous avez vraiment des questions, des problématiques que vous rencontrez, n'hésitez pas à nous en faire part, parce que peut-être que pour les prochains webinaires qui pourraient avoir lieu une fois par mois, ça pourrait être un rendez-vous entre nous qu'on pourrait susciter. Voilà, en tout cas, c'était notre dernier webinaire pendant cette période de confinement et de déconfinement pour vous donner un petit coup de pouce. Mais voilà, on peut peut-être vous en donner d'autres de manière plus singulière, dans d'autres espaces aussi, et peut-être aussi en physique, puisque le virtuel a plein de bonnes choses, mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est important d'allier la distance et le présentiel.